Cette plateforme aujourd'hui, vous avez un smartphone, et ce qui est vraiment effrayant dans les Uber Files, c'est qu'elle récupère tous les contacts. Ce qu'il y a dans votre smartphone, vos mails, SMS, tout ce qu'il y a dedans, ben finalement, c'est pour justement vous mettre la pression. S'ils trouvent un élément contre vous, ils vont vous dire « Attention, vous nous attaquez » et on fouille vos poubelles. C'est ce qu'ils ont fait avec moi pour finalement les balancer sur les réseaux sociaux. Les enfants, le plus grand qui me dit « Mais papa, en fait, ce que tu fais, tu protèges notre avenir. » Parce qu'en fait, il faut le comprendre. Uber, c'est l'ubérisation, c'est ubériser tout. Même vous, les journalistes, il y a un moment, vous allez être touchés, on va vous commander sur un smartphone pour faire un docu et j'en passe. Mais c'est incroyable, mais même à un moment sur France 2, on en parlait, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils allaient ubériser donc, certaines compagnies aériennes et j'en passe. Donc, vous aviez cherché à interpeller Emmanuel Macron justement sur ces Uber Files, vous avez terminé en détention arbitraire. Oui, en fait, il était venu donc, en visite avant les révélations des Uber Files. Je voulais lui poser une fameuse question, à savoir quels étaient les liens qu'il entretenait avec la plateforme Uber. À ce moment-là, donc, du coup, les forces de l'ordre nous ont repérés et nous ont demandé de les suivre. Donc... Alors j'ai le plaisir de recevoir Brahim Ben Ali, historiquement chauffeur de VTC, leader syndical et activiste anti-Uber. Brahim Ben Ali est l'un des personnages principaux du documentaire À bout de course qui sera diffusé ce soir sur France 2. On vous propose de regarder la bande-annonce. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en direct de Paris. Donc, comme vous le savez, manifestation des VTC. Arrêtez de promouvoir une espèce d'ubérisation marketing via des espèces d'affiches où on dit voilà, devenez votre propre patron, vous allez gagner de l'argent. C'est pas vrai. On t'a expliqué pourquoi tu as été déconnecté. J'accepte les courses à 4,50 € et là, d'un coup, il me bloque. C'est injuste. Un jour, justice sera faite sur cette histoire-là. Du coup, on va commencer par le droit. Le droit, rien que le droit. Qu'est-ce qui fait que des années après, tu prends contact avec moi? Personnellement, j'ai honte. C'est pas ce qui était prévu. On était censé investir dans les villes, dans les quartiers défavorisés. On était censé créer une forme d'emploi. Qui a fait combien de courses? 692. En un mois? Bah, il a pas dormi, le mec, non? Bah, c'était ce qu'on voulait. C'était un clash de civilisation. C'était un clash de culture. Et c'était un clash de ceux qui avaient les moyens, ceux qui ne les avaient pas. Dans le combat qu'on mène ensemble depuis quelques mois, c'est le premier qui craquera. Donc, soit c'est nous, soit c'est le système. Ah, ça fait du bien. Ce que vous êtes en train de créer est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Là, on a blessé la bête, on lui a tiré une balle dans la patte. Il faut tout de suite l'achever. E-hailing company Uber is under fire. That's according to a bombshell investigation that journalists have dubbed the Uber File. Bonsoir Brahim Ben Ali. Bonsoir. Alors ce documentaire est l'occasion de mettre la lumière sur votre combat contre le géant Uber. Quel a été le point de départ de votre engagement ? Bah écoutez, le mouvement social a démarré en 2019, enfin bien avant, mais c'était le plus gros. On avait bloqué tous les bureaux partenaires de la plateforme Uber pendant plus de 2 mois. Il faisait froid, sous la pluie. Avec des masques. Enfin, c'était même pas en 2019, il n'y avait pas encore ces fameux masques. Donc on était vraiment en novembre 2019. Et à ce moment-là, rupture du dialogue social d'une plateforme qui finalement nous dit qu'elle n'a pas de siège social en France et qu'il faut discuter avec des interlocuteurs qui sont carrément aux États-Unis. Donc voilà. Et on voit des confrères qui se font déconnecter sous prétexte parce qu'ils se mobilisent devant les bureaux. Donc on récupère les vidéosurveillances. Voilà. C'est une société de rêve, quoi. Alors votre force a été vraiment de fédérer des chauffeurs indépendants qui n'ont pas la culture syndicale. Alors ça n'a pas dû être facile. Comment vous y êtes pris ? Tout simplement que les syndicats existent depuis des siècles, sauf que
il faut toujours adhérer à des prix exorbitants, donc on n'avait pas forcément les moyens. Et on s'est dit, il fallait qu'on se regroupe sous une forme avec des adhésions qui soient abordables, mais avec des vraies actions. Parce que finalement, quand vous payez une adhésion, vous ne voyez pas finalement ce qu'ils font avec cet argent-là. Quand on veut prendre un avocat, on lui dit mais il n'y a pas assez d'adhérents. Donc on s'est dit allez hop, on va faire une espèce de fratrie, on y va ensemble et on ira jusqu'au bout. Et ça a fonctionné finalement. Alors ce lundi 24 octobre, le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat et la Fondation Jean Jaurès ont invité le commissaire européen Nicolas Schmit, ainsi que des acteurs du monde du travail en ligne pour discuter des réponses européennes et françaises face à l'ubérisation. Une directive a été déposée par le commissaire. Il propose la présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme. Et c'est une directive qui est actuellement à l'étude au Parlement européen. Alors Brahim Ben Ali, vous y étiez présent à cette table ronde, aux côtés notamment des responsables de Just Eat, Each, de l'entreprise de portage salarial Jump, syndicat européen, une coopérative de VTC, etc. Qu'est-ce qu'il est ressorti de ces discussions ? Ce qui est ressorti, c'est hyper important, c'est que ce qui se passe en Espagne avec la loi Rider, c'est que finalement, quand on met quand on intègre la présomption de salariat, ça fonctionne. Et le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est plus finalement à nous de prouver qu'on est subordonné, mais aux plateformes de prouver qu'on était réellement indépendant. Et du coup, on a eu donc l'intervention de Just Eat qui nous a dit, mais si vous régulez en France et dans les autres pays, ça marchera comme en Espagne. C'est ça qui est ressorti finalement. Et donc le commissaire... Plutôt favorable. Bien sûr, bien sûr. Parce que le but, encore une fois, c'est pas de salarier tout le monde. Non, c'est de protéger le modèle de l'indépendance ou le modèle salarial. C'est de dire, si à un moment vous subordonnez et qu'il n'y a pas de règles, il y a un moment, il va falloir les salariés. C'est tout simplement. Après, ça évite ces embouteillages. Vous savez, dans les tribunaux, il faut attendre 6 ans. 6 ans. D'ailleurs, on attaque le gouvernement sur sa responsabilité, puisque je rappelle encore une fois que normalement, les délais, donc c'est maximum 24 mois et encore. Les délais raisonnables. Bien sûr, et là, c'est plus possible. Avec l'affaire Uber, on a vu des délais de plus de 6 ans. Voilà. Alors dans cette lutte, vous avez une précieuse alliée en la personne de la députée européenne Leïla Chaibi, qui était en première ligne dans l'adoption de cette proposition de directive. On l'écoute, elle parle d'ailleurs de vous. Mais en fait, cette victoire, elle n'aurait jamais été gagnée sans l'irruption de la parole des premiers concernés sur la scène bruxelloise. En fait, si je pense qu'une bonne partie de mon travail est la plus importante que les négociations que j'ai menées en commission, plus importante que les amendements que j'ai déposés, ça a été de construire, moi, ce que j'appelle un lobby populaire. À Bruxelles, les lobbies, ils sont comme à la maison, ils ont un tapis rouge, ils ont l'habitude d'écrire la loi eux-mêmes. On est très éloignés. Vous voyez, je vous expliquais un peu le fonctionnement, mais moi, il m'a fallu plusieurs mois avant de comprendre comment on construit une loi à l'échelle européenne. On dirait que tout est fait pour éloigner les citoyens et les premiers concernés. Et quand, à Bruxelles, on réunit, comme ça a été le cas, par exemple, fin octobre dernier, des 120 travailleurs, livreurs, chauffeurs VTC, venus de toute l'Europe, qui ne parlent pas la même langue, mais qui racontent tous la même chose, quand on les fait se confronter à la Commission européenne, je peux vous dire que là, la Commission, elle se dit, il n'y a pas que Uber qui me regarde, là, quand je suis en train d'écrire ma proposition, mais je suis aussi regardée par les travailleurs et je vais devoir faire attention à ce que j'écris parce qu'ils me regardent et ils me mettent la pression. Et jusqu'au dernier jour, jusqu'à la veille de la proposition de la Commission européenne, j'étais avec les VTC devant, qui étaient venus de France, avec Brahim Ben Ali, le responsable des VTC, Jérémy Wick, des livreurs. On était devant la Commission européenne à dire, attention, Nicolas Schmit, commissaire à l'emploi, on te regarde. La Chaibi est devenue une amie, non ? C'est ça, et effectivement, 2019, on lui a parlé de notre combat, et tout de suite, elle a dit j'y vais, je fonce. Elle n'a pas eu peur des pressions de cette multinationale. Je rappelle encore une fois qu'on avait sollicité plusieurs élus, mais je remercie aussi le sénateur Olivier Jacquin, qui nous a aussi aidés, il ne faut pas l'oublier, et d'autres élus, mais c'est très, très dur de se faire entendre. Ouais. Alors, vous avez été entendu, je vais citer là le commissaire européen responsable de l'emploi et des droits sociaux, qui était à cette table ronde et qui a dit, on est dans cette fiction où tout le monde voudrait de la flexibilité au travail, mais où personne ne voudrait des droits associés au salariat. Donc c'est quand même une déclaration très forte qui indique clairement une victoire des travailleurs indépendants. Bien sûr, vous connaissez tous les fables de Jean de La Fontaine, c'est la même chose. En fait, on est juste en train de nous raconter une histoire imaginaire en disant que finalement on est indépendant, mais c'est pas vrai. On est constamment subordonné. La pluie et le beau temps, c'est encore une fois Uber qui décide de la tarification et des conditions de travail. Je rappelle encore une fois, ce qui est très grave dans cette histoire-là, c'est qu'on paye des impôts sur les sociétés et aussi la TVA sur la commission de la plateforme Uber. C'est scandaleux, c'est-à-dire qu'on paye tout, de A à Z. Pourquoi ? Pour une bouchée de pain.
Alors, la question du statut des travailleurs de plateforme était déjà en débat dans plusieurs pays de l'Union européenne, bien avant le dépôt de la directive. En Espagne, vous l'avez dit tout à l'heure, la présomption de salariat est devenue une réalité en 2021, ce qui a d'ailleurs même provoqué la sortie du marché espagnol de Deliveroo. En France, la Cour de cassation s'est prononcée dès 2018 pour la requalification du contrat de travail. Et en 2020, la haute juridiction, elle va même plus loin en rendant un arrêt le 4 mars qui consacre la notion d'indépendance fictive. Alors, on peut aussi citer les travaux du sénateur PS, Olivier Jacquin. Vous n'avez pas manqué de le remercier. Il a participé vraiment à l'élaboration de plusieurs propositions de loi en 2019 et 2021. Il plaide pour un renversement de la charge de la preuve. On l'écoute. Dans une loi travail d'il y a sous Chirac, c'était je crois Fillon, ministre du Travail, il a fait un truc absolument rusé pour permettre, avec le mouvement de l'auto-entrepreneuriat, de déréguler la société. Ils ont fait un tout petit article en 2 lignes qui dit, bah tiens, on n'a qu'à dire que dans le cas particulier des travailleurs qui sont en lien avec des plateformes numériques, on va dire qu'ils sont présumés être des indépendants. D'accord ? Et ce texte de loi, cet article 101, existe actuellement. Un travailleur d'une plateforme numérique est présumé être un travailleur indépendant. Sauf que la Cour de cassation, elle a dit, le 4 mars 2020, regardez pour les chauffeurs Uber, ce sont des indépendants fictifs. Et ce n'était pas une plaisanterie. Ils l'ont dit comme ça, comme un jeu de mots, une figure de style, mais c'était très vrai. Et donc, moi, j'ai eu l'idée, en m'appuyant sur les travaux d'un prof génial qui s'appelle Stéphane Vernac, de reprendre cet article 101 et de l'inverser en disant on n'a qu'à dire qu'ils sont présumés salariés. Et alors Nicolas Schmitt, qui est derrière moi, a dit ce matin que l'idée qui a été reprise au niveau européen, c'est nous qui l'avions écrit en même temps que les Espagnols à peu près, de dire les travailleurs de plateforme vont être présumés salariés. S'ils sont des vrais indépendants, alors les plateformes en feront la démonstration. Alors Olivier Jacquin en fait référence aux lois Fillon et Madelin qui avaient donc entériné la présomption de non-salariat d'un travailleur. Alors Emmanuel Macron est allé beaucoup plus loin en se posant en allié objectif d'Uber, comme en témoignent les Macron Files. Est-ce que vous avez été surpris par les révélations faites par Mark McGann, ancien lobbyiste d'Uber et désormais lanceur d'alerte que l'on voit dans ce documentaire? Non, parce que ça a commencé le jeune énarque avec le rapport Attali. Déjà, on voulait un peu démocratiser les taxis en disant on va créer justement une nouvelle forme de mobilité. Donc après, on a vu des acteurs comme monsieur le député Novelli qui est devenu le porte-parole maintenant donc des plateformes numériques, donc rien ne me choque. Moi j'ai eu la chance d'avoir donc un contact, un salarié qui était contre la politique de la plateforme Uber. J'ai pu avoir certains éléments. Mark McGann à ce moment-là est arrivé lorsqu'il a vu énormément de mobilisation, il s'est dit mais il faut que je les aide, je peux pas les laisser comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a choisi notre pays pour révéler les Uberfiles. Il a vu que notre structure s'était mobilisée, il s'est dit je vais aller les voir. Et à ce moment-là, quand il nous révèle ces choses-là, en fait, je suis pas tellement étonné, parce que ça revient à ce que j'ai subi, c'est-à-dire cette répression syndicale, le fait que à chaque fois il fallait vraiment taire ma voix. Et il y avait une complicité de certains journalistes, il faut pas l'oublier ça. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui ont favorisé l'ubérisation en tout simplement, lorsqu'il s'agissait de sortir un article, Uber leur disait mais non, on va vous aider, on va vous mettre des codes promo, vous allez être transporté gratuitement par des VTC pendant plus d'une année. Et il y a un journaliste qui l'a dénoncé sur Twitter, vous voyez. Donc l'ubérisation, c'est tentaculaire en fait finalement, ça touche tout le monde. Ouais, je rappelle rapidement ce que sont les Uber Files. Ce sont 18 gigaoctets de documents internes d'Uber collectés entre 2013 et 2017 et qui dévoilent les pratiques douteuses de la compagnie américaine, notamment sur le sol français, des emails, des présentations internes, des briefings stratégiques ou encore des comptes rendus, donc révèlent les coulisses de l'implantation d'Uber en France et surtout le rôle clé qu'a joué le ministre de l'économie Emmanuel Macron. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a choisi la France. Oui, et en même temps, si Mark McGann n'avait pas rencontré notre fabuleux avocat, maître Jérôme Justy, qui dès le début s'est consacré à cette lutte avec nous, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir ces révélations, puisqu'il avait contacté notre cabinet d'avocats, il s'est dit, je vais discuter avec lui pour voir comment on peut sortir ces éléments-là. Maintenant, ce que je rappelle, et c'est hyper important, c'est qu'on est dans une société de surveillance, c'est-à-dire que cette plateforme aujourd'hui, vous avez un smartphone, et ce qui est effrayant dans les Uberfiles, c'est qu'elle récupère tous les contacts. Ce qu'il y a dans votre smartphone, vos mails, SMS, tout ce
qu'il y a dedans, finalement, c'est pour justement vous mettre la pression. S'ils trouvent un élément contre vous, ils vont vous dire attention, vous nous attaquez, et on fouille vos poubelles. C'est ce qu'ils ont fait avec moi pour finalement les balancer sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on a appris aussi donc à la Commission européenne, ce qui est incroyable, parce que hier, j'étais au Parlement européen et j'ai pu m'exprimer dans ces enquêtes-là, donc Uberfile, c'est qu'ils clairement, ils disent, plutôt les lobbyistes, ils disaient, on allait fouiller les poubelles, et dès qu'on trouvait un truc dans les poubelles, on se disait, allez hop, il faut que ça éclabousse, et ça permettait vraiment de faire taire. Mais aujourd'hui, nous, on est très contents, on va pouvoir continuer notre combat, parce que j'ai vu que dans le Parlement, quand je me suis exprimé, la plupart étaient vraiment très à l'écoute du discours, et aujourd'hui, en fait, c'est le droit contre les profiteurs. Et les profits, je veux bien qu'à un moment on fasse des profits, mais à un moment c'est le droit qui prime avant ça. Exactement. Donc vous étiez c'était auditionné, c'est ça, hier au Parlement européen, dans le cadre de l'examen de cette directive. Il y a aussi, alors il y avait cette question de savoir si Mark McGahn allait être auditionné ou pas. Il avait refusé et finalement il a accepté. Il a été auditionné. Il voulait vraiment, parce qu'on a créé cette amitié entre moi et lui, il est formidable. Et du coup, en fait, il s'est dit non, je vais quand même y aller, même si Uber est là, parce que bon, vous savez, Uber, ils mettent des pressions énormes. J'ai su qu'ils avaient mis des enquêteurs sur mon dos. J'allais vous poser la question, Brahim Ben Ali. Je disais en introduction quel est le point de départ de votre engagement, mais plutôt quel est le coût de votre engagement? C'est très... moi, j'ai des soucis de santé. Ça m'a vraiment impacté énormément sur ma vie de famille aussi. J'ai une épouse formidable qui me soutient, et mes enfants aussi, qui sont là. Un de mes enfants, le plus grand, qui me dit, mais papa, en fait, ce que tu fais, tu protèges notre avenir, parce qu'en fait, il faut le comprendre. Uber, c'est l'ubérisation, c'est ubériser tout. Même vous, les journalistes, il y a un moment, vous allez être touché, on va vous commander sur un smartphone pour faire un docu et j'en passe. Mais c'est incroyable, mais même à un moment sur France 2, on en parlait, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils allaient ubériser donc, certaines compagnies aériennes et j'en passe. Donc c'est hyper important. Non, il y a vraiment eu un coup. Le coup, c'est que j'ai subi une campagne de dénigrement donc avec des faux profils. Comme vous le savez, je pense que tout le monde subit ça. Et le problème, c'est qu'on ne régule pas. C'est ça le problème. Donc vous avez parlé de cette campagne de dénigrement, des menaces aussi. C'est ça, de mort, jusqu'à venir devant mon domicile et j'ai dû changer d'adresse, quoi. D'accord. Il y a une enquête que vous avez déposé plainte? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours? Non, parce qu'ils utilisent des réseaux, en fait, ça passe par Signal, Telegram, c'est très dur, en fait, de trouver des preuves et tout ça. Déposer plainte, finalement, après, il faut avoir les preuves, mais par exemple, mon adjoint, qui m'accompagne tout le temps, et je le salue, Rachid l'a dit, à un moment, a retrouvé son véhicule crevé, les 4 pneus crevés, griffé le véhicule. Une fois, on est venu avec une arme à feu donc, à Paris pour me dire « Ouais, il faut que tu viennes plus, que tu arrêtes de venir ici à Paris ou sinon ça va mal se passer ». J'ai pas lâché, en fait, parce que je ne cède pas aux intimidations. Et il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, je suis ironique quand je dis ça, vous aviez cherché à interpeller Emmanuel Macron justement sur ces Uber Files, vous avez terminé en détention arbitraire. Oui, en fait, il était venu donc, en visite avant les révélations des Uber Files. Je voulais lui poser une fameuse question, à savoir quels étaient les liens qu'il entretenait avec la plateforme Uber. À ce moment-là, donc, du coup, les forces de l'ordre nous ont repérés et nous ont demandé de les suivre. Donc moi, je n'ai pas hésité à monter. Le problème, c'est que j'avais mon traitement dans le véhicule donc, de mon adjoint. J'ai juste demandé à avoir mon traitement, on me l'a refusé. Je suis monté, du coup, après, attention, je ne m'attaque pas du tout aux forces de l'ordre parce qu'ils ont été très bienveillants. Ils ont été très bienveillants et je les remercie. Ils ont toujours été bienveillants dans toutes les mobilisations. Le truc, c'est que même eux, ils en avaient ras-le-bol. Quand je suis arrivé et qu'ils me mettaient en détention arbitraire sans me mettre en garde à vue, je les entendais dire, mais ils font chier, il y en a ras-le-bol. Vous imaginez, même les policiers en ont ras-le-bol, quoi. Brahim Ben Ali, alors, quelles sont maintenant les prochaines échéances de votre combat ? Eh bien, écoutez, on va continuer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Moi, j'avais dénoncé le rôle d'une personne. Vous savez, vous avez entendu parler de ces élections donc professionnelles, donc au but de faire émerger des structures qui vont négocier via le dialogue social. Moi, en fait, j'avais dénoncé, grâce à mes enquêtes, Monsieur Bruno Mittling, ancien DRH d'Orange, qui est devenu donc le porte-parole d'Uber. Pourquoi ? Parce que lors de la mission Froid, il a défendu les intérêts d'Uber. Madame Borne, donc, l'a amené, elle a balayé la mission Froid pour amener cette
cet interlocuteur pour créer une espèce de dialogue social où je vous donne un exemple. Imaginez-vous, vous demain, vous entamez un dialogue social, vous avez un médiateur et le médiateur vient de cette entreprise. Vous imaginez? C'est totalement biaisé. Donc moi, j'avais dénoncé ça. Il y a eu l'article de l'Humanité, justement, qui relayait tout ça pour dire mais c'est un scandale. On crée un dialogue social avec un lobbyiste d'Uber. Donc moi, le combat, c'est tout simplement de sensibiliser l'opinion publique à nous soutenir comme n'importe quelle structure. Nous, on va continuer, on va dénoncer et on espère obtenir gain de cause avec Madame Laïla Chaibi, justement, et le soutien du commissaire européen qui est formidable, qui a bien compris qu'aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'est tout simplement rééquilibrer les règles, l'indépendance, le salarié. Donc je suis soit salarié, soit indépendant, c'est tout. Le droit, rien que le droit. Rien que le droit, exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup, Brahim Ben Ali, président de l'intersyndicale nationale des VTC. Vous voulez dire quelque chose, Brahim? Oui, excusez-moi. Le dernier mot est à vous. Vraiment, c'est par rapport à notre collègue Anthony qui a été agressé. Vous avez vu cette fameuse vidéo où donc il a du mal à s'en remettre. Il a été agressé, c'est passé sur TPMP, on l'a étranglé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une pétition donc, où on demande, donc c'est les VTC, réguler les VTC donc, pour sauver, justement, pour réguler, excusez-moi, l'insécurité VTC et clients. Cette pétition a pour but de sensibiliser le gouvernement à installer justement des mesures de sécurité et d'arrêter donc cette banalisation de la sécurité. Et aussi, donc, on a mis une cagnotte en place parce qu'aujourd'hui, ben, vous le savez, on n'a pas de protection sociale. Quand on est déconnecté, c'est game over. Donc pour lui, il a été déconnecté. Donc il y a le lien sur ma page Facebook pour ceux qui veulent. Mais ce qu'il faut savoir vraiment, c'est que faites attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes avec des profils douteux et quand vous êtes transporté dans un VTC, il y a des profils douteux, mais il y a aussi des pères et des mères de famille, d'accord, qui sont malheureusement dans ce cercle vicieux où Uber n'en a rien à faire et c'est notre image qui est ternie. Donc tout simplement, moi je voudrais dire qu'on a besoin de votre soutien et que sans votre soutien, on ne pourra arriver à rien du tout. Le message est passé. On vous rappelle, un rendez-vous important ce soir, 22h50 sur France 2. Sera diffusé le documentaire À bout de course qui raconte donc l'histoire de ces chauffeurs VTC, donc votre histoire, qui se sont dressés contre le rouleau compresseur Uber.